quel beau modèle que le modèle suisse. Le fédéralisme, c'est le rêve, c'est bien connu. Enfin, ça, c'est ce qu'on vend à nos chers voisins français. Parce qu'en réalité, le rêve, chez nous, il est en train de virer au cauchemar, en tout cas de moins en moins à notre intérêt, à nous, les Romans, qui payons beaucoup, pour Genève en tout cas, mais ne décidons ni ne touchons plus grand-chose, apparemment, de notre belle alliance confédérale, bien au contraire. Dernier coup de Jarnac en date, apparemment, de la part des alémaniques, la suppression de la valeur locative et surtout des rabattements fiscaux qui permettent encore à certains de devenir petits propriétaires ici. Votation le 28 septembre. En Suisse romande, clairement, apparemment, tout le monde est contre, de la gauche à la droite, il faut quand même le faire. Mais vraisemblablement, on l'aura quand même dans le baba, puisqu'on compte pour beurre, dans l'urne, et pas que. La liste des discriminations semble s'allonger aussi vite que le nez de Pinocchio. Nos trains circulent 2 fois moins vite qu'outre-Sarine, quand ils circulent encore chez nous. Les lignes d'aviation ne passeront bientôt plus que par Zurich, comme les banques, les budgets culture, cinéma, les médias, la santé. On agonise ici sous le poids de nos primes maladies, mais peu importe, du moment que tout va bien au nord et à l'est du pays, qui se passe d'ailleurs d'apprendre le français, pourquoi faire. La question donc se pose, faut-il larguer les Suisses allemands? Bien plus sérieusement, le fédéralisme existe-t-il encore réellement en Suisse? Eh bien, on en parle dans ce point à Berne, précisément dans l'œil du cyclone. Bienvenue à toutes et tous sur les Monts Bleus. Et bienvenue à nos invités ce soir, que des romans, Cela dit, aucun Suisse allemand n'accepte les débats sur les chaînes romandes. Ça alimente aussi le pourquoi de ce débat aujourd'hui. Bienvenue à vous, Delphine Kloppenstein. Merci. Kloppenstein-Broggini, conseillère nationale verte et genevoise. C'est bientôt les kings de la Suisse, les Genevois, dès le début de l'année prochaine. Ceux qui payent le plus au pot commun. Pascal Broulis, conseiller aux États PLR pour le canton de Vaud, ancien grand argentier du canton de Vaud aussi. Benoît Gaillard, même canton. Bonsoir. Un canton plus assisté, mais économiquement extrêmement prospère aussi. Un canton qui produit beaucoup, qui exporte beaucoup, mais qui a quelques régions qui ont effectivement besoin d'être soutenues, et c'est normal. Et vous êtes évidemment conseiller national pour le Parti socialiste. Nicolas Collier, bienvenue. Merci, bonsoir. Vous êtes annoncé comme le jeune prodige de l'UDC, conseiller national fribourgeois, UDC et Sidney Camerzin, bienvenue. Vous avez passé un bel été? Oui, excellent. Chez vous en Valais? En Valais, donc il faisait beau tout l'été. Un Valais, alors donc un canton aussi qui sera de plein fouet touché par le projet de loi sur lequel on doit voter, un canton qui paye peu pour la péréquation intercantonale, lui plutôt assisté. Qui apporte beaucoup d'autres choses, en produits locaux, en vin, en fromage et autres, mais qui bénéficie effectivement d'une équitable répartition. Et vous êtes conseiller national pour le centre. C'est un débat un peu particulier, parce que effectivement vous êtes plus ou moins tous d'accord. On va voir avec quelques nuances. Nicolas Colli, vous êtes plutôt pour ce projet de loi, enfin timidement puisque vous avez voté contre quand même. Vous êtes abstenu, plus exactement. Mais grosso modo, les majorités sont vraiment très très floues parce qu'elles sont effectivement gauche et droite sont réunies. Alors Pascal Broulis, je vais vous poser la question. Est-ce que c'est une escroquerie pour la Suisse romande, une escroquerie suisse-alémanique? Non. Tout d'abord, c'est le Parlement qui a décidé, dans une majorité. En démocratie, on accepte les votes, tout comme on acceptera le verdict du 28 septembre prochain. Il faut toujours partir du principe que le peuple ou le Parlement a toujours raison dans son vote final. Maintenant, c'est un mauvais projet, clairement. Il a été ficelé un peu dans la précipitation. Certains voulaient des déductions, c'était illégal. C'est une question de légalité, parce qu'on ne peut pas déduire comme ça des sommes de son salaire s'il n'y a pas un lien avec la valeur locative. Donc tout l'arsenal de déduction va disparaître. Pour tous nos propriétaires, c'est une catastrophe, réellement. Ensuite, tout le problème de l'entretien du patrimoine aussi, et puis l'investissement pour le domaine environnemental sera mis à mal. Je connais trop les services cantonaux fiscaux. Ils vont dire clairement qu'ils vont commencer à limiter, commencer à examiner les factures. Sur un toit, par exemple, on prendra pas les tuiles, parce que les tuiles, c'est un remplacement, c'est pas une plus-value énergétique. Donc, c'est clair qu'il y a un débat qui va s'initier, qui va être compliqué. Maintenant, pour revenir au cœur de votre question, les alémaniques ont abordé ce débat sur le fait que c'est un impôt unique. Mais tous les impôts, ils sont bizarres, les impôts. Sauf que quand ils sont pratiqués avec intelligence, comme la valeur locative aujourd'hui, eh bien, il peut trouver son chemin, cet impôt. Alors, les alémaniques sont restés sur l'idéologie fiscale, et nous, les Romans, on est partis sur le pragmatisme.
valeur locative, certes, mais on peut déduire beaucoup de choses. On contribue au développement économique, on contribue à avoir des maisons qui sont entretenues, qui vont valoir plus, qui permettent d'avoir un transfert patrimonial intelligent. Et voilà. Alors, il faut faire une synthèse et j'espère que les téléspectateurs vont comprendre les bienfaits de la valeur locative telle qu'elle est pratiquée maintenant. On peut encore l'améliorer. Il y a 3 choses à améliorer, comme l'immutabilité, bloquer la valeur locative pour une période donnée, la revisiter de temps en temps, mais pas comme il se fait du côté alémanique. Donc voilà. Mais enfin, c'est un choix. Hein. On est toujours minoritaire, les romans. Il faut accepter de temps en temps qu'on perd. Mais par contre, des fois, on pourra peut-être gagner et convaincre. Ce soir, alors, on verra, hein, mais c'est vrai que Delphine Klopfenstein, c'est de mémoire, enfin, quand est-ce que c'est arrivé que droite et gauche étaient à peu près unis sur un objet de votation qui, quand même, classiquement, hein, puisqu'il s'agit de la propriété privée et de l'impôt, doit diviser. Comment ça se fait qu'on en soit arrivé là aujourd'hui au Parlement ? On peut l'expliquer en partie parce que les locataires sont nombreux en Suisse romande, hein, et donc il y a aussi l'intérêt, parce que c'est aussi une question de justice fiscale entre les locataires et les propriétaires, et donc un intérêt aussi direct pour les locataires. Et je pense aussi à ce titre aussi qu'au niveau de la Suisse romande, il y a une position un peu généralisée au-delà de la question partisane, mais de manière générale, ce projet est mauvais pour toute la Suisse. Et ça, je dirais, et ça, je pense que c'est important de le dire. D'ailleurs, les Vertes, on est alignés sur l'ensemble du pays, d'ailleurs comme les socialistes aussi, parce qu'au fond, c'est vraiment aussi une question, et vous l'avez en partie évoqué, mais la question de l'entretien du patrimoine et notamment de la rénovation, de l'assainissement des bâtiments. Et ça, c'est essentiel aujourd'hui. On a voté une loi CO2 dans laquelle clairement on a une loi CO2 avec une taxe CO2 qui permet en principe normalement de payer en partie le principe de l'assainissement des bâtiments, mais il y a besoin de soutien parallèle parce qu'en fait cette loi CO2 on l'a pas mal édulcorée. Eh bien si on effrite dans tous les endroits possibles les lieux où on peut aider à protéger notre patrimoine, mais en particulier en termes d'assainissement par rapport à ces passoires énergétiques, comme on les appelle, c'est des éléments qui sont essentiels. Aujourd'hui, les propriétaires doivent être poussés en fait dans cette direction-là, que ce soit en Suisse romande, en Suisse alémanique, également au Tessin et dans les pays romanchophones. Et donc, il faut absolument aujourd'hui protéger cet outil parce qu'en fait, il nous permet vraiment de faire une transition intelligente en collaboration avec les propriétaires, tout en protégeant les locataires. Et pour moi, c'est essentiel. Et je regrette beaucoup, évidemment, que la droite, qu'on n'ait pas réussi à avoir une position unie là-dessus, parce que c'est vraiment un intérêt, au-delà même de l'intérêt des locataires, c'est vraiment un intérêt de justice climatique. Et là, on doit vraiment faire des efforts, on le sait. Dans les secteurs gros émetteurs de CO2, le secteur de l'immobilier, de la construction a fait des efforts, mais c'est là qu'on doit encore engager. Certains secteurs ont beaucoup de peine, les transports par exemple, on aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure, mais la question du bâti fait partie des priorités énergétiques. Et quand on voit le parc de passoires que nous avons, eh bien, perdre cet outil-là, c'est grave pour l'environnement aussi. Mais vous, Pascal Broulis, vous avez dit la valeur locative, il faut la garder. Mais enfin, ça, c'est quelque chose qui, à droite, Signe Camerzin, qu'à droite, on veut éliminer depuis très très longtemps. La valeur locative, je pense qu'il n'y a pas un propriétaire en Suisse romande qui vous dirait « j'aimerais continuer à payer la valeur locative ». Néanmoins, la plupart des partis de droite sont contre, pas parce que ce sont des partis de locataires, mais parce que ce sont des partis de propriétaires qui vont apparemment perdre aussi dans cette votation. Comment est-ce qu'on en est arrivé à un clivage pareil, c'est-à-dire que les propriétaires suisses alémaniques sont bien défendus et pas les propriétaires romans? Pourquoi ? Je pense qu'il y a plusieurs explications. C'est vrai, vous l'avez dit très justement, que sur le principe de supprimer cet impôt sur la valeur locative qui n'est pas un revenu effectif, on peut discuter du concept, mais en tout cas dans ma formation politique, on est d'avis que c'est quand même un modèle abstrait de ponction qui ne se justifie pas. Mais là, quand on met tout dans la balance, après ça dépendra beaucoup des régions, mais je prends l'exemple du Valais, où il y a beaucoup de propriétaires, comme l'a dit Delphine Klopfenstein-Mogini, donc on serait plutôt pour abroger, mais les valeurs locatives sont très basses. Ça, c'est aussi en Valais, historiquement, c'est 4 à 5 fois moins que la valeur de marché.
qui n'est pas réadapté, comme c'est le cas à Genève ou sur Vaud, au gré des transactions. Donc ça fait depuis très très longtemps que les valeurs sont basses, et c'est ce qui fait que la population n'est pas, disons, c'est un élément qui va peser dans la votation. Mais je dirais il y a des contingences très locales. On a dans tous les cantons des systèmes très différents de valeurs locatives. Donc vous parliez au début du Rösti-Graben. Je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a les cantons où les prix de l'immobilier sont très hauts, où les valeurs locatives sont très hautes, Zurich, Zug, Vaud. Les cantons où on a beaucoup de propriétaires ou pas, tout ça va peser, et peut-être qu'on n'aura pas ce clivage annoncé vraiment des deux côtés. Mais au final, pour nous, ce qui nous a conduit, en tout cas ce qui m'a conduit à rejeter ce projet, c'est, comme l'a dit Pascal Broulis, les rénovations. Moi, je suis convaincu que si on fait le calcul sur plusieurs années, d'un propriétaire, il est gagnant au niveau fiscal en déduisant les frais effectifs ou la déduction forfaitaire au niveau des frais d'entretien et des rénovations plutôt qu'en supprimant la valeur locative. Ça, j'en suis convaincu. Les intérêts aujourd'hui ils sont bas, mais c'est vrai que de ne plus pouvoir les déduire, eh ben, ça touche aussi dans ma formation politique les familles, les ménages, etc. Donc il aurait fallu, à mon sens, trouver un autre modèle de garder quand même ces incitations au niveau énergétique, au niveau de la rénovation du parc immobilier, par la fiscalité aussi. Et ça a été complètement supprimé. Donc on supprime la valeur locative, on supprime quasiment totalement, pas totalement, mais quasiment totalement les intérêts, la déduction des intérêts et aussi tout ce qui est travaux. Pourquoi la droite finalement n'est pas allée sur un projet de loi justement où on supprimait que la valeur locative, du moment que de toute façon c'est attaqué par la gauche, puisque le projet final des rabattements qui justement vont disparaître aussi sont quand même combattus par la gauche. Parce que c'est le résultat d'un compromis. Cette loi qui au final satisfait personne, voilà, ni les cantons, ni les PME, ni l'économie, ni les partisans de la transition des bâtiments, etc. Au final, ce compromis, il a dû être fait et chacun a dû consentir un petit peu. Nous, je pense que s'il y avait uniquement l'abrogation de la valeur locative, on serait entré en matière et il y aurait eu un soutien beaucoup plus fort. Mais c'est vrai que tout le reste qui a dû être concédé pour arriver au final à un projet qui passe la rampe dans les deux chambres du Parlement, eh bien on a ce projet à la fin qui est déséquilibré, mais qui a pu avoir une majorité. C'est les magies du Parlement. Alors rapidement, Pascal Broulis, pour entendre Nicolas Collier et Benoît Gaillard. On va introduire un nouvel impôt. Donc on supprime un impôt pour introduire un nouvel impôt sur les résidences secondaires, ce qui est une catastrophe pour les régions de montagne. Une catastrophe, parce qu'au départ c'est facultatif, puis il y aura peut-être besoin de remplir les caisses. Ensuite, il faut juste revenir au principe de la fiscalité. D'un côté, vous avez le revenu. Vous ne pouvez pas, comme ça, affecter au revenu un montant théorique, une déduction des intérêts passifs, s'il n'y a pas un lien. Le lien, c'était la valeur locative. D'un côté, on acceptait de payer, puis en même temps, un incitatif pour investir. Et c'est ce qui va se passer sur la durée. Tout d'abord, il faut juste savoir que les cantons ont jusqu'en 2050, au maximum, pour accepter les déductions en lien avec l'environnement. 2050. C'est demain, hein, première chose. Ensuite, c'est facultatif. Et je sais déjà qu'il y aura des cantons qui vont dire on va limiter à 20 000, 30 000, et non plus 100 000 francs ou 200 000 francs pour les entretiens lourds en lien avec l'environnement. C'est ça la catastrophe. Parce que c'est pas que les gens n'ont pas voulu, c'est que du moment qu'on supprimait la valeur locative, eh bien tout l'arsenal qui est lié à la valeur locative disparaît. Et ce qui va rester, droit de mutation, gain immobilier, tous ces impôts-là vont rester. C'est pour ça que c'est une sorte de précipitation, une sorte de vote final en disant faut passer à l'acte. Et puis on va se rendre compte d'une nouvelle fois que de passer à l'acte va générer beaucoup de problèmes, pas tout de suite. Et ça va faire revenir le travail au noir. Et je pense que le syndicaliste Benoît Gaillard, qui connaît très bien ce secteur-là, on va favoriser clairement le travail au noir. Pas tout de suite, mais sur la durée. Parce que les gens vont dire avec ou charge sociale, ou sans. TVA. TVA aussi. Benoît Gaillard. Oui, alors c'est vrai que cette réforme est objectivement une mauvaise affaire, encore un peu plus pour les romans qu'elle l'est pour le reste du pays. D'abord pour les locataires, parce que ça va tirer les loyers vers le haut. C'est l'UBS qui vient d'ailleurs de le dire. Je dois dire qu'ils sont sortis en pleine campagne avec une étude qui met du vent dans nos voiles. Ils estiment que ça fera augmenter la valeur des biens immobiliers d'environ 13%. Qu'est-ce qui se passe quand la valeur des biens augmente? Les loyers augmentent. C'est une mauvaise affaire pour les propriétaires qui sont endettés
Et on n'en parle pas suffisamment pour les gens qui souhaitent accéder à la propriété, parce que effectivement aujourd'hui avec les prix qu'on a en Suisse romande, en particulier dans les régions bien actives économiquement, si on veut accéder à la propriété, on doit s'endetter. Si on peut plus déduire ses intérêts à plein comme aujourd'hui, c'est une mauvaise nouvelle pour ces personnes-là. Et puis c'est une mauvaise nouvelle pour l'environnement, parce que supprimer les possibilités de déduction, ça va effectivement plutôt freiner l'activité de rénovation énergétique dont on a besoin. Donc c'est vrai que c'est une triple mauvaise affaire. Maintenant, je pense que c'est le cas au niveau de l'ensemble du pays. En tout cas, c'est ce que je défendrais, c'est ce que je défends. Mais c'est vrai que c'est encore plus vrai en Suisse romande. Dans un canton comme le canton de Vaud, on a 10 points de plus de locataires qu'au niveau suisse. On a à peu près 60% de locataires au niveau suisse, c'est 70% dans le canton de Vaud. Sauf erreur, dans le canton de Genève, on est au-dessus de 80%. Donc on voit bien que, effectivement, de ce point de vue-là, les romans sont encore davantage les dindons de la farce que le reste du pays. Maintenant, moi j'aimerais raconter peut-être l'histoire d'une manière un tout petit peu moins institutionnelle que M. Broulis, mais c'est complémentaire. On est malheureusement dans un cas où il y a eu une commande qui a été passée au Parlement de la part d'un lobby assez puissant qui est le lobby des propriétaires immobiliers, qui d'ailleurs aujourd'hui met 7 millions de francs dans la campagne, donc ils battent des records, y compris d'économie suisse, etc., qui a dit au Parlement « Nous voulons enfin que vous nous supprimiez cette valeur locative ». Et le sprint qui a été fait, qui a été décrit, qui aboutit à une espèce de projet à la fin où on veut absolument réussir quelque chose, mais en fait personne n'est vraiment content, il est dû au fait que malheureusement, dans certains projets, parfois, quand un lobby passe une commande, eh bien, le Parlement livre quelque chose qui répond à la commande, mais qui en fait n'est pas très équilibré. Et c'est génial, je suis un peu moins pessimiste que vous, c'est génial qu'en Suisse, on puisse contrebalancer ça par un référendum et finalement aller gagner dans les urnes. Je l'espère et je suis convaincu que ça marchera. Si la Suisse romande se mobilise plus et si elle vote plus contre cet arrêté, contre cette loi fédérale, cet arrêté fédéral, elle pourra quand même faire pencher la balance. Et puis je voulais donner raison évidemment à M. Broulis sur la question du travail au noir. Ça, c'est un aspect qui a été peu thématisé, vous l'avez évidemment fait en partie, mais qu'est-ce qui va se passer le jour où on ne peut plus déduire les travaux qu'on fait comme propriétaire, que ce soit de l'assainissement énergétique, que ce soit de l'entretien? Eh ben, ça se passe malheureusement dans certains pays d'Europe. On a la tentation très forte de la part de ceux qui font les prestations de dire je vous la fais un peu moins cher, mais je vous fais pas de facture, hein. Et puis ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être les gens qui travaillent sont pas soumis aux cotisations salariales. Ça veut dire il y a peut-être pas la TVA, donc ça fait beaucoup de pertes pour les assurances sociales, pour la caisse fédérale. Et ça, c'est un risque qu'il faut effectivement pas prendre et qui nous touchera probablement plus aussi sur l'arc lémanique, par exemple, Vaud-Genève, parce que là, l'activité de rénovation, elle est extrêmement forte. Oui, mais la commande des milieux immobiliers, des lobbies immobiliers, est-ce qu'ils sont contents, les milieux immobiliers, justement, Nicolas Colli? Alors vous soutenez un peu, hein, vous êtes abstenu, mais vous soutenez. Il y a de rares UDC comme Michael Buffa qui sont convaincus en Suisse romande. La plupart des UDC sont contre, et des PLR aussi. Donc on se demande franchement à quoi ça aboutit, parce que les milieux immobiliers, en tout cas en Suisse romande, ils n'ont pas l'air du tout contents par la mouture qui est sortie du Parlement. Oui, premièrement, réagir en affirmant que c'est une commande des lobbies, ça je pense c'est un peu malhonnête, c'est pas le cas, c'est un travail du Parlement, qu'on soit d'accord ou pas avec, il faut respecter cela. J'ai entendu M. Broulis dire 2 fois, ça a été fait dans la précipitation. Je crois que ce projet de loi est travaillé depuis plusieurs années, je crois 7 ans au Parlement. Alors qu'est-ce que ce serait si il n'y a pas de précipitation? Alors j'aimerais juste vous demander, donc vous fonctionnez aussi à la commande des milieux, des lobbies, ils vous passent commande comme ça? Alors, à l'UDC, au PLR? Peut-être c'est à la gauche, mais moi, il n'y a jamais personne qui m'a rien commandé. Enfin, mais l'UDC, le PLR... peut-être du sujet. Quand j'ai entendu tous mes appréciés collègues sortir tous ces arguments, qui sont de bons arguments, j'ai pensé à mon travail d'avocat. Et on a, dans le code de procédure civile, la conciliation obligatoire. Et on remarque que lorsqu'on parvient à concilier et que les deux parties sont mécontents, c'est qu'on a trouvé un bon accord. Et la politique suisse se fait de compromis. Et finalement, je crois que lorsque tout le monde trouve des défauts au projet, à gauche parce que ça avantage, c'est des cadeaux fiscaux, à droite parce qu'on enlève des cadeaux fiscaux, c'est que peut-être que le projet n'est pas si mauvais que cela. Alors, le but de ce projet, c'est supprimer cette valeur locative. Ça, c'est vraiment un impôt injuste. C'est le seul impôt où on taxe un revenu qui n'existe pas, et moi je me battrai toujours pour le supprimer. Je pense notamment aux retraités qui subissent cet impôt de plein fouet et souvent qui perdent des droits ou prestations complémentaires ou à cause de cet impôt, et ça c'est problématique. Alors pourquoi vous êtes abstenu en vote si vous êtes tellement convaincu par ce projet?
Alors, pour vous dire la vérité, parce que Cyril Ellon m'avait parlé peu de temps avant, et puis m'avait rendu attentif, l'excellent Cyril Ellon, à toute une série... Très grand défenseur des milieux immobiliers. En plus, à toute une série de défauts à ce projet, défauts présumés, auxquels je suis sensible. Le problème du travail au noir, j'en suis sensible. C'est vrai qu'aujourd'hui, le système mis en place faisait que les propriétaires jouaient le jeu, allaient vers les PME locales, faisaient le travail avec des entreprises sérieuses, avec une facture à la fin, justement pour pouvoir la produire aux impôts. Et là, il y a un risque qui n'est pas négligeable, qui est d'autant plus important dans les cantons frontaliers. C'est pour ça que j'avais eu ces discussions avec Cyril Ellon, peut-être un peu moins à Fribourg, où on n'imagine pas quelqu'un aller mandater une entreprise frontalière faire du travail au noir. Mais encore une fois, ce projet n'est pas parfait, c'est vrai. Quand même rectifier 2-3 choses. Les intérêts passifs, la déduction des intérêts passifs demeure avec un plafond pour l'acquisition du premier logement uniquement. Les déductions... Un plafond à combien? 10 000 francs. 10 000 francs. 10 000 francs. Donc 10 000 francs chaque année, ou 1 000. Je ne vous ai pas interrompu, je vais juste finir. Les déductions, je suis d'accord, ce n'est pas parfait, mais disons quand même rappeler à la population que le jeune couple qui va acheter aura une déduction fiscale, ou le jeune pas couple. Alors déduction environnementale, faisons la liste écologique, justement, Monsieur Collier, maintenant que vous êtes parti, faisons la liste justement des gens qui gagnent, gagnent en Suisse romande, je veux dire. Mais ça c'est impossible, chaque situation est différente et les gens vont voter d'après leur porte-monnaie, ils vont sans doute calculer un peu, on sait que leur fiduciaire, ils vont dire... Et puis regarder, mais par exemple les déductions pour entretien environnemental ou écologique demeurent, sont limitées dans le temps à 2050 dans les déductions de la LHID, donc cantonale. Donc tout n'est pas mis à la poubelle. Je pense qu'on a une simplification aujourd'hui du système. On garde certaines déductions d'intérêts passifs, on garde certaines déductions pour les frais de rénovation, et ça c'est bien. Et je pense qu'il faut donner une chance à cette suppression de la valeur locative. Et rien n'empêche, si on voit que cette modification légale a induit des comportements néfastes ou des problèmes, je pense encore une fois au travail au noir, de voir comment on peut ensuite résoudre cela. Mais je pense que si on ne saisit pas aujourd'hui cette chance de supprimer la valeur locative, jamais on va la supprimer. Et encore une fois, on fera maintenir cet impôt injuste pendant de longues années. Et malheureusement, là, on fait un peu le jeu de la gauche qui veut garder ce pays de propriétaires. Et puis c'est le dernier argument que je vais dire, ce côté très bizarre. En Suisse, on est un pays riche, mais on est un pays où les propriétaires et les privés sont énormément endettés. Parce que ces incitations qui existaient jusqu'à aujourd'hui faisaient que les personnes ne remboursent plus leurs dettes, et ça, c'est un peu dommage. Alors justement, les gens propriétaires aujourd'hui sont extrêmement endettés. Ils vont faire quoi, tous ces propriétaires petits et moyens? Les banques n'incitent pas les gens à s'endetter. Il y a un besoin d'endettement pour accéder au logement, premier point. Parce que les logements sont extrêmement chers. On a mis en place des outils complémentaires, et on n'en parle pas beaucoup. Aujourd'hui, je peux rembourser mon prêt hypothécaire par mon épargne 3, qui lui-même est déductible fiscalement, double gain fiscal. C'est pour ça que tout le système a été réfléchi. Il ne tombe pas du ciel. Pendant 20 ans, je verse 7 000 francs sur mon épargne 3, ça fait 140 000 francs, qui ont été déduits fiscalement chaque année grâce au fait que je rembourse mon hypothèque en indirect. Le jour où je touche mon épargne 3, je vais rembourser le prêt à la banque. Il y a un double gain. Tout ça va disparaître. Parce que tout ce mécanisme, ils sont nés. C'est clair que l'impôt est né en 1915 sur un besoin de financement de la trésorerie fédérale. Modifié en 38, en 56, en 58 par différentes modifications. La dernière en date, elle est importante de modification, c'est de pouvoir étaler les travaux lourds dans le domaine environnemental sur 3 ans. Parce que c'est pour éviter les tricheries ou des factures pro forma, etc. Les gens qui tout d'un coup ont un revenu de 100 000 puis ils font pour 300 000 francs d'investissement sur leur maison, eh bien avant ils ont perdu 200 000, maintenant on peut étaler 3 fois 100 000 sur la maison. Tout ça, c'est l'observation qui fait que c'est bénéfique pour le climat, c'est bénéfique pour l'entrepreneur. Voilà, c'est un tout. Et ceux qui nous disent qu'on va revenir après, non, on ne va pas revenir. Parce que je reviens au principe cardinal, c'est la capacité contributive. On n'est pas libre d'utiliser son propre revenu. Quand je vais acheter du pain à la boulangerie, le pain, il est fait par un boulanger. Je ne suis pas l'employeur du boulanger. Je ne peux pas avoir un impact sur ma propre déclaration d'impôt. Quand j'ai du personnel de maison, de nettoyage par exemple, un jardinier, je ne peux pas le déduire, je ne suis pas un employeur. Parce qu'on va mesurer ma capacité contributive. Et dans le dossier de la valeur locative, la suppression de tout ça va faire qu'on va perdre un outil qui était assez intelligent, qu'il fallait continuer à adapter puis améliorer. Puis pour revenir sur ce que disait
Monsieur Gaillard, sur la commande, entre guillemets, des milieux d'immobilier, c'est faux. C'est une mésalliance. En 2017, c'est les milieux des propriétaires et les milieux des locataires qui se sont rencontrés, puis qui se sont parlés, puis qui ont dit « ouais, pourquoi pas ?» Et la motion a été retenue par une mésalliance parce que chacun pensait à autre chose, sa petite tête. Gentiment, la SLOCA et les milieux des locataires ont se rendu compte que c'était une catastrophe, mais c'est trop tard, parce que quand le train part, on a de la peine à le freiner. Au départ, c'est pas une commande des propriétaires, non. Les propriétaires, il y a plus de 50 ans qui voulaient absolument faire ça. Non, monsieur, ils se sont rendus compte. Voilà, donc merci. Voilà. Mais non, c'est corrigé. Vous le racontez d'une façon plus ronde et ça vous correspond bien et je pense qu'on est très complémentaires de ce point de vue-là. Ce qui est vrai, c'est que ce que vous dites est vrai. Il y a eu cette table ronde, mais la proposition déjà à l'époque venait évidemment du milieu des propriétaires. Depuis longtemps, oui. Oui, non, mais juste qu'on soit clair. Comme je souligne vos propos, ça fait 50 ans que le lobby de l'immobilier ou les milieux qui représentent l'immobilier, les propriétaires immobiliers, veulent supprimer ce projet-là. Effectivement, j'admets, il y avait à un moment donné l'idée de est-ce qu'on peut faire un deal pour que ça profite aussi aux locataires. Et reconnaissons-le aujourd'hui, les aspects qui auraient pu profiter aux locataires ont été complètement enlevés. Et puis, peut-être encore un élément, je suis évidemment plus jeune que vous dans ce Parlement et plus jeune que vous dans la politique, mais enfin, les trains, quand on veut les stopper, on les stoppe. Et là, vous savez très bien qui a remis du charbon dans la locomotive à vapeur, si je peux me permettre cette petite allusion. Ce sont les milieux immobiliers qui ont empêché certains de vos collègues, je ne sais pas si vous étiez déjà dans cette chambre à ce moment-là, qui ont dit à un moment donné, attention, ce projet va dans le mur, ou pour rester dans nos métaphores de déplacement. Et puis, alors là, honnêtement, les lobbies immobiliers ont dit, non, on veut que ça avance parce qu'on veut enfin abolir cette valeur locative. Moi, j'aimerais peut-être juste ici profiter qu'on est entre parlementaires pour, en revanche, dire qu'il y a effectivement des personnes pour lesquelles la situation aujourd'hui est délicate, et on parle de retraités qui ont amorti leurs biens, qui ont plus beaucoup d'emprunts, ou qui ont plus d'emprunts du tout, et qui se retrouvent quelque part sous un effet de ciseaux. Ils arrivent à la retraite avec un revenu qui est en principe plutôt plus faible que pendant la période où on est actif, et en même temps, grâce avec le fait d'avoir amorti le bien, notamment par les mécanismes que vous avez soulevés, peut-être une valeur locative qui les surcharge un peu. Donc ça, moi j'entends ça. Je suis assez convaincu que si c'est ce qui ressort de cette votation, après, je l'espère, le refus du projet, on pourrait remettre l'ouvrage sur le métier d'une façon un peu plus légère, et je prends date volontiers avec mes collègues ici, d'une manière peut-être un peu plus légère, sans vouloir supprimer le tout, mais en disant est-ce qu'on trouve des arrangements à un moment donné pour tenir compte d'une capacité contributive réduite, d'un effort d'économie qui a été fait pour amortir le bien et pour arriver à la retraite en étant peu endetté, aussi dans une vision de transmission du patrimoine. Je pense que c'est possible. Mais là, honnêtement, 1,8 milliard de déductions fiscales qui vont profiter essentiellement à des propriétaires dont on ne sait pas du tout, et d'ailleurs il n'y a pas du tout de garantie que ça profite davantage à ceux qui en ont besoin, le couple de retraités que je viens de décrire, il y a aussi des gens qui gagnent très bien leur vie, qui vont en profiter de manière massive, ça c'est pas la bonne façon de faire. Oui, mais même ces propriétaires, ce n'est qu'à Merzin, en Suisse romande, ces propriétaires massivement apparemment sont contre ce projet de loi. Donc voilà, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'on vit dans le même pays? Est-ce que les propriétaires, si on reste sur cet exemple-là, les propriétaires en Suisse romande et les propriétaires suisses alémaniques vivent dans le même pays? Est-ce que là, et du coup, la loi des propriétaires alémaniques va s'imposer à tout le monde, qu'on le veuille ou pas? Non, mais je crois que c'est pas seulement, il n'y a pas seulement le clivage linguistique. Pour moi, les propriétaires, chacun va faire un petit peu ses calculs, ça c'est vrai. Au final, je pense pas qu'on va vraiment vers un Rösti-Graben par rapport à ça. Donc vous pensez qu'en Suisse alémanique, ça va pas passer? Je pense que ce sera peut-être un peu différent selon la situation des cantons, en fonction du marché, en fonction de la pratique par rapport aux valeurs locatives, en fonction du pourcentage de propriétaires. Vous posiez avant la question pertinente de savoir qui va profiter à coup sûr de cette loi. C'est assez simple. C'est les propriétaires qui ont à 100%, ceux qui vont profiter de ça, c'est plusieurs biens immobiliers sans dette récents. Oui, ça existe partout. Et ceux-là, c'est sûr qu'ils vont en profiter à court terme. Et c'est là que je modère encore ça, parce que sur le long terme, il y aura des investissements à faire. Et quand on fait des calculs avec des experts fiscaux, avec des fiduciaires, et on l'a fait dans le cadre des travaux préparatoires, dans la commission de l'économie qui traite de cette question, on voit que sur déjà à partir de 15, 20 ans, 30 ans, par rapport aux déductions qu'on peut faire aujourd'hui des frais d'entretien, de rénovation, ça s'équilibre et sur la durée, le contribuable
contribuable est gagnant quand même de pouvoir déduire ses travaux. Mais celui qui gagne aujourd'hui et celui qui va peser dans le vote, c'est, parce qu'il vote souvent, celui-là, c'est le propriétaire de plusieurs biens sans dette relativement récents. Ça c'est vrai. Par contre, et je pense qu'on n'a pas beaucoup insisté là-dessus, il y a de ceux à coup sûr qui vont perdre, et pour des cantons comme le mien, pour des cantons touristiques, comme aussi en Suisse centrale, comme dans les Grisons, comme au Tessin, les propriétaires de résidences secondaires. Et là, c'est une véritable... Qui ne sont pas d'ailleurs tous valaisans. Et là, c'est la double, voire la triple peine. Non seulement ils ne peuvent plus déduire les intérêts, non seulement ils ne peuvent plus déduire les travaux, mais en plus ils se prennent... On a fait le calcul dans une commune de ma région, à Niviers, très belle commune. On a une estimation de perte fiscale de l'ordre de 1 à 2 millions, répartis en 300-400 résidences secondaires. On va reporter aujourd'hui cette charge fiscale qui pèse sur tout le monde. On va la reporter sur tous les propriétaires. On va la reporter sur les propriétaires de résidences secondaires. Et le calcul est simple. 1,5 million, 2 millions divisé par 3, 400, 500 résidences secondaires, on arrive à plusieurs milliers de francs, 5 000 francs, entre 4, 6, 7 000 francs d'impôts supplémentaires. D'impôt qui viendra charger le propriétaire, pas seulement valaisan, le vaudois, le genevois, le fribourgeois, qui a une résidence secondaire en Valais, eh bien, il va passer à la caisse pour combler ce déficit au niveau des collectivités publiques. Et ça, c'est vraiment pour nous aussi la goutte qui a fait déborder ce lien que le Parlement a fait à la fin des négociations en disant oui, on abroge, mais pour compenser les pertes fiscales des régions. Sachant que vous allez pouvoir, comme un canton comme le Valais, va pouvoir quand même, lui, justement, mettre un impôt sur ces résidences secondaires et donc aussi pouvoir... Mais j'étais député et on avait déjà abordé la question de la taxation des résidences secondaires. C'est un sujet extrêmement complexe parce qu'il y a beaucoup de Valaisans qui ont des résidences secondaires en Valais. C'est aussi un lobby très puissant, très fort, parce que c'est des biens familiaux, c'est le patrimoine des familles, c'est des Mayens, c'est des chalets. Et là, on va les taxer de plusieurs milliers de francs pour combler un petit peu le manque à gagner ailleurs. Franchement, aujourd'hui, la perspective de gagner un vote comme ça, en tout cas en Valais, elle est faible. Donc ça va se solder pour les collectivités publiques, pour les communes de montagne, par une perte sèche, une perte nette. Et ça, c'est pour ça que le canton du Valais est clairement opposé à ce projet. Par rapport à cet impôt, on remplace un impôt par un autre impôt, ça c'est aussi quelque chose qui n'est pas accepté, et dans d'autres régions alémaniques aussi, puisque la conférence des cantons, à la très grande majorité, est contre ce projet du fait qu'il y a aussi ce lien avec un impôt supplémentaire. Donc le fait que les cantons soient contre, je pense que ça va quand même équilibrer certains cantons qui vont, à mon avis, se prononcer clairement pour ce projet Zurich-Zug, où les valeurs sont très hautes, les valeurs locatives aussi, avec d'autres projets de Suisse centrale, plus touristiques, où là, cet impôt sur les résidences secondaires, il va peser quand on dit à quelqu'un, vous allez passer à la caisse pour ceux qui verront leur situation privilégiée, c'est vous qui allez passer à la caisse, et ça, je pense que ce message, il va quand même être entendu aussi. Delphine Klopfenstein, même si justement, il y a un impôt, enfin, les cantons Vaud et Genève, par exemple, vont percevoir un impôt. Normalement, la gauche se réjouit quand il y a un nouvel impôt. Enfin, les caisses genevoises encaisseront si le projet de loi passe. Mais ce qu'il faut voir un peu, c'est peut-être replacer le débat dans un débat général, notamment des économies prévues au niveau de la Confédération. Et je trouve qu'aujourd'hui, alors qu'on est en train de réfléchir où est-ce qu'on coupe, où est-ce qu'on gagne, et d'arriver avec un projet comme celui-là, eh bien, je trouve qu'on est en train simplement de prendre une voie qui est simplement à l'envers d'une idée un peu plus durable de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour une société qui soit plus équilibrée. Et quand on voit à Genève, alors on est à peu près à 90% de locataires, c'est à eux qu'on doit penser avant tout, parce que ce sont eux les habitants et habitantes du canton, et puis ce sont eux, avec potentiellement des augmentations de loyers qui arriveront en conséquence, qui vont payer directement la facture. Donc c'est ça qui importe. Ce qui importe, c'est de protéger notre population, et de protéger aussi en partie les propriétaires et les petits propriétaires qui, visiblement, ne seront pas forcément les gagnants de cette affaire. Et de ce point de vue-là, d'aller dans ce sens-là, ça profitera absolument pas à la population genevoise, mais absolument pas. Et je crois d'ailleurs qu'elle l'a compris. D'ailleurs, tous les parlementaires sont très clairs, de tous partis confondus sont très clairs sur le fait que ça apportera absolument rien à la population genevoise. Et qu'on a tout le prisme politique, ça va effectivement de Cyril Hellon, Célina Modru à la gauche, personne n'est pour.
Personne n'est pour et a raison parce qu'on est aussi le fait même d'avoir beaucoup de locataires, ça c'est une première chose, mais aussi le fait d'être un canton qui est assez à l'avant-garde sur la question des rénovations énergétiques. Et j'en parlais tout à l'heure, le programme bâtiment dans le cadre de la loi CO2 qui a été pas mal écorché dans les derniers débats. Eh bien, si on n'a plus aucune manne pour aider à rénover ce parc-là, eh bien, on n'arrivera jamais à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés et dans le canton de Genève et au niveau du pays. Alors, ce qu'on entend beaucoup... Ouais. Tout d'abord, juste rappeler qu'à ma connaissance, il n'y a quasi pas de résidence secondaire à Genève. Donc l'impôt complémentaire les Genevois ont des résidences secondaires quasiment pas. En Valais. Et c'est là où j'appelle les Genevois à vraiment voter contre. Ils ont peut-être une résidence secondaire en Valais. Et ils vont se dire, dorénavant, est-ce que ça vaut la peine de mettre 200 000 francs pour améliorer l'enveloppe énergétique en Valais et donc pas donner de travail aux artisans locaux? Parce que je rappelle que souvent le travail sur le bien immobilier en propre, il se fait dans un périmètre d'environ 5 km. On va pas chercher un maçon, un menuisier, un peintre. Il a souvent travaillé en coordination, surtout quand tout touche encore au courant électrique. On peut pas se permettre d'avoir des gens qui viennent de Pologne ou même de la France centrale. C'est souvent un périmètre très local, et là on va tuer aussi ce réseau de connaissances. C'est pour ça que les Genevois vont peut-être perdre un peu d'argent dans cette histoire, peut-être, mais en même temps, ils le donneront pas en Valais, ou ailleurs, ou à Sainte-Croix dans le Jura vaudois, parce que les réseaux secondaires genevoises sont dans d'autres cantons souvent. C'est pour ça que tout le dispositif, il est pervers. Et ils ont cherché, c'est là où j'arrive, trouver des solutions, et cette idée d'un impôt nouveau qui compense un autre impôt, c'est assez pervers. Si on veut baisser l'impôt, on le baisse pour lui-même. Le jour où on commence à se dire, tiens, on pourrait faire payer à d'autres ce qu'on va donner à d'autres personnes, ça va pas. Ça marche pas comme ça, la vraie vie. Et c'est pour ça que ce dossier, faut que les gens prennent du temps, on parle, plus ils en parleront, plus ils comprendront que c'est un dossier poison. Par contre, comme l'a dit M. Gaillard, il faudra qu'on vienne avec quelques améliorations. J'ai déposé 2 textes il y a 18 mois. Surtout la question de l'immutabilité. Je reviens à ça. Pourquoi ? Parce que c'est une sorte de contrat. J'ai acheté un bien, on me fixe une valeur locative théorique. Tous les impôts sont iniques. Je connais aucun impôt qui est sympa. Mais les impôts, c'est une redistribution, ce qui garantit la cohésion. Il en faut beaucoup. Là, on va supprimer un impôt, il faudra le remplacer par un autre impôt. Et c'est un des problèmes que vous avez relevé, c'est que si on passe à l'impôt sur les résidences secondaires, ça veut dire que c'est les gens qui vont payer 3 000 à 4 000 francs. Et c'est pour ça que pour revenir à tout ce dispositif, il a été modélisé sur quelque chose complètement archaïque. Et si on touche à l'immutabilité, on crée déjà un nouveau climat, surtout pour les personnes âgées. Et je termine juste par ça pour les personnes âgées, qui sont concernées, comme vous disiez, sur les exemples. Aujourd'hui, on a envie vraiment de mourir chez soi, le plus longtemps possible. À partir de 60, 70 ans, on commence à avoir des problèmes de mobilité. Il faut peut-être adapter le bâtiment. Tout ça est déductible, y compris la cuisine. La cuisine est déductible. L'appareil ménager encastré est déductible. Si on passe d'une note E à une note A, c'est déductible tout ça. Et demain, ça sera plus déductible. Il faut partir de ce principe que on supprime tout cet appareillage. Oui, mais les personnes âgées, la baignoire. Oui, mais la grand-mère, justement, qui est dans sa grande ferme du Gros de Vaud ou du Nord vaudois, la grand-mère qui, justement, a sa grande ferme et a une toute petite retraite et qui doit payer une énorme valeur locative. Alors, comment tout d'abord, est-ce si elle a une petite retraite, mais qu'elle a une valeur locative, elle a dû bénéficier durant sa vie, parce que la durée de possession en Suisse, c'est 34 ans. Ça veut dire que généralement, les 20 premières années, cette personne a dû bénéficier davantage de déductions. C'est ça de vivre dans le collectif. C'est pas uniquement voir sa propre situation, ça a été très bien dit. La solidarité, elle tombe pas du ciel. On a gagné, c'est comme avoir des enfants. Ceux qui en ont plus disent, tiens, pourquoi j'aurais payé pour les enfants? J'ai plus de voiture, pourquoi j'aurais payé pour la route? C'est un raisonnement qui est très égoïste. Le vivre ensemble, c'est accepter qu'il y a des impôts qui permettent de garantir la cohésion sociale, qui permettent la redistribution. Plus il y en a, mieux c'est, parce que l'impôt devient praticable et équitable. Alors voilà, l'impôt sur la valeur locative, il a été pensé dans une période de crise. Il a perduré et on l'a aménagé. On doit continuer de l'aménager comme c'était suggéré. Et puis, surtout dans le domaine climatique, on peut faire un rabais entre 20 et 30% sans aucun problème de la LHID et l'IFD sur les lois de harmonisation. C'est un tout. Voilà. Et je pense qu'on est quasi tous d'accord. C'est pour ça qu'au soir du 28, on serait souhaitable qu'on puisse se dire, on prend acte que c'est un non. Et puis on retravaillera un peu pour le climat, pour les déductions, pour figer un peu cette valeur locative quand elle augmente, c'est un poison. Voilà.
Alors effectivement, c'est les remarques qu'on entend toujours, que ce soit dans tous les cantons, à part Genève peut-être, qui semblent ne pas avoir forcément pris la mesure de cette votation, mais partout on entend deux choses. La première, c'est on comprend rien. Une fois de plus, on a des objets de votation auxquels on ne comprend rien. Et la deuxième, c'est quand on commence à comprendre, c'est les Suisses allemands nous imposent encore une fois et s'attaquent encore une fois à notre porte-monnaie. Ces deux sentiments. Là, on est en train de faire de la pédagogie, donc on espère que les gens comprennent un peu plus. Mais le fait quand même de se dire, finalement, quoi qu'on fasse, parce que là on débat entre nous, finalement pour des romans, mais quoi qu'on fasse, ça sera quand même les Suisses allemands qui, une fois de plus, parce que la liste, je l'ai dit en introduction, la liste commence à être longue. Il y avait déjà les primes maladie qui ont créé aussi un Rösti-Graben. C'est plus maintenant des questions sociétales qui nous opposent, c'est des questions aussi de porte-monnaie, de vie courante qui impactent énormément les gens. Et justement, la question c'est est-ce qu'on vit encore dans le même pays et est-ce qu'on va devoir subir la réalité des Suisses alémaniques toujours contre nous? Nicolas. Oui, même peut-être en écoutant tous ces arguments, ce qui explique pourquoi je suis pour ce projet, je pense, c'est parce que j'habite plus loin de Genève et plus proche de Berne. À Fribourg, on est pas mal tourné vers la Suisse allemande. Et pour parler avec les gens de la Saint-Gine, du district du Lac, à Fribourg, c'est vrai qu'il y a cette sensibilité beaucoup moins forte au rôle de l'État. Quand M. Broulis dit « Ah, mais on pourrait déduire un lave-vaisselle s'il passe en catégorie A », moi, je ne le savais même pas. Et ça ne me viendrait pas à l'idée d'aller vérifier si je peux le déduire. Parce qu'entre guillemets, c'est de la responsabilité individuelle. Je vais changer mon lave-vaisselle, j'en prends un plus économique, ça va de soi. Et je n'ai pas besoin d'avoir l'État qui intervient, même de manière très éloignée, pour faire accompagner ce geste. Et cette place de l'État, en Suisse romande, on attend de lui qu'il soit très fort, un peu à tous les niveaux. On est très étatiste. Mais des Cyril Hélène, des Céline Amauldru, ce n'est pas des grands étatistes dans l'âme. Oui, mais on est quand même influencé par cette culture, cette culture française où l'État doit se mêler un peu de tout, doit intervenir pour tout, pour aider. Quand on parlait du travail au noir, on doit trouver une solution pour que l'État ne le fasse pas. C'est vrai. Parce qu'on a tendance, peut-être les romans, à un peu plus profiter. Les Suisses-Allemands ont une autre mentalité, peut-être un peu plus correcte. Ils n'iront pas automatiquement faire du travail au noir pour gagner un tout petit peu. Ils respecteront, mais c'est assez culturel. Vous voulez me dire qu'il n'y a pas de travail au noir en Suisse alémanique? Je pense qu'il y en a moins. Il n'y a pas d'Allemands qui viennent travailler au noir. Je pense qu'il y en a moins. De Français, et c'est assez culturel. Et ça, on le voit quand on parle avec nos collègues. Et puis par rapport aux votations que vous expliquiez avant, c'est vrai qu'on a une différence de culture et c'est ce qui fait notre richesse. Et cette différence de culture, bien sûr, être entre alémanique, roman, tessinois, elle se retrouve aussi de manière beaucoup plus forte souvent entre gens des campagnes et gens des villes, des centres urbains. Mais c'est faux de dire que la Suisse allemande nous impose toujours tout. Alors, je vais peut-être rappeler le vote des autoroutes, où il y avait des beaux projets en Suisse allemande, dans les réseaux d'agglomération de Bâle, un tunnel, à Schaffhouse également un tunnel qui était bien, avec le ferroviaire également qui a été pris dedans. Et cette votation a échoué à cause ou grâce au vote de la Suisse romande. Donc, on doit aussi respecter ça, c'est ce qui fait la Suisse, c'est d'accepter que nos autres cantons parfois ne sont pas d'accord, on fait la pondération des intérêts, puis une fois on gagne, une fois on perd, mais je crois qu'on ne doit pas tomber dans cette logique de minorité en croyant que les Suisses allemands nous veulent du mal ou ne nous écoutent pas, parce que ça c'est assez faux. Oui, mais quand même, je rappelle, parce que là, il s'agit quand même de notre porte-monnaie, les primes maladie, ça c'est une chose. Vous disiez les autoroutes, mais le rail ici, les trains, quand ils circulent, entre Genève, Lausanne, Fribourg, ils circulent 2 fois moins vite, quasiment, j'exagère, évidemment à dessein, que Outre-Sarine. Enfin, la liste est extrêmement longue. Et ça, c'est notre rôle de parlementaire, de faire du lobbying, d'aller défendre les beaux projets. Mais c'est un très bon exemple. Avec cette guerre des transports qui est née lors du vote sur les autoroutes, ça n'a pas renforcé la position de la Suisse romande pour le ferroviaire. Je l'ai entendu souvent. On essayait de tuer, puis c'est Mme Letard, cette guerre entre le ferroviaire et les autoroutes. Malheureusement, cette votation a rallumé un peu ça. Et c'est clair qu'on est une partie minoritaire. On doit aller vendre nos projets. Et ça sera plus difficile aujourd'hui d'aller vendre nos projets en Suisse allemande. Alors, Benoît Gaillard, le fédéralisme, est-ce qu'il existe encore? Peut-être deux choses. Alors,
de toute façon, le fédéralisme fonctionne avec deux pôles. Il y a le pôle de la diversité, qui est pas seulement entre cantons, là je vous donne raison, c'est aussi entre régions, entre typologies d'habitat, il y a même au sein des régions linguistiques des cultures très différentes, protestantes, catholiques, etc. Vous connaissez ça à Genève, vous le représentez quelque part dans un seul canton. Et puis l'autre pôle, c'est justement l'unité. Et moi j'admets qu'aujourd'hui, on est probablement dans un moment où on va loin dans la diversité et il nous manque des facteurs d'unité. Et je pense que c'est un des défauts, par exemple, du gouvernement du pays aujourd'hui. Le Conseil fédéral a de la peine à proposer au pays des directions qui finalement emmènent tout le monde avec. Et on se retrouve effectivement à soit de faire un peu du saupoudrage, comme dans les projets parfois de transport. On se retrouve à mon avis, minimiser un peu nos atouts, comme on l'a fait vis-à-vis de Trump, où on a l'impression qu'on se soumet, on envoie une délégation. Alors c'était probablement juste de le faire sur le moment, mais au lieu de dire au pays, écoutez, on va se relever face à ce revers, ça arrive, on se fait un peu attaquer par des plus forts que nous, mais si on est bien soudés ensemble, on peut surmonter ça. Je regrette, moi, je pense qu'en effet, le pôle unité du pays qui doit marcher avec la diversité, aujourd'hui, il est un peu faible et j'en vois la responsabilité personnellement, notamment du côté du Conseil fédéral. Et puis pour le plaisir de tenter un exercice pédagogique, parce que moi, les retours que j'ai dans la rue et sur les réseaux sociaux, c'est effectivement le fait que l'intitulé de la votation dont on parle aujourd'hui est extrêmement, on va dire, mystérieux pour être diplomatique. La plupart des gens n'y comprennent rien ou que dalle, si vous me passez l'expression. Moi, j'aimerais peut-être juste ramener cette grandeur dont tout le monde parle. On dit, voilà, ce projet représente un allègement fiscal de près de 2 milliards. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, par exemple, pour les romans? Ça veut dire à peu près 250 francs par personne qu'on enlève, qu'on prend finalement de l'argent qu'on a tous en commun dans les impôts, et puis qu'on donne à des propriétaires, et seulement à certaines catégories de propriétaires, c'est ceux qui, ça a été dit tout à l'heure par Monsieur Camerzin, ont plutôt soit déjà amorti leurs prêts, donc n'ont plus de dettes, ou qui n'en ont jamais eu. Et donc la question qui est posée quelque part aux romans qui nous écoutent, c'est est-ce que vous êtes d'accord de cotiser 250 francs par tête de pipe, ça fait 1000 francs pour une famille, pour soutenir finalement de manière extrêmement large, sans savoir s'ils en ont besoin ou pas, sans savoir s'ils sont retraités avec une petite retraite ou propriétaires à 50 ans d'un bien complètement amorti, relativement luxueux. Est-ce que vous êtes prêt à cotiser 250 francs par tête de pipe pour aider des propriétaires qui ont un bien et très peu de dettes immobilières, principalement en Suisse alémanique? Alors formulé comme ça, tout à coup, peut-être qu'on se dit qu'on pourrait gagner la votation, notamment grâce à un non massif en Suisse romande. Oui, principalement en Suisse alémanique, parce qu'encore une fois, en Suisse romande, c'est pas du tout automatique que les propriétaires soient avantagés. Mais c'est vrai que cette question du fédéralisme, elle se pose, elle a toujours été. Il y a toujours eu le sentiment que les Suisses alémaniques méprisaient davantage les Suisses romands. Dans l'armée, quand on voulait grader, il y a 50 ans, quand on était officier et qu'on payait ses galons en Suisse alémanique, on en voyait toutes les couleurs. Donc ça, c'est pas un truc neuf. Néanmoins, aujourd'hui, il y a ça. Encore une fois, les primes maladie, ils vont revenir sur l'ouvrage très très prochainement. Et votation après votation, les romans essayent de dire maintenant, nous, on n'en peut plus de ces primes qui sont beaucoup plus élevées ici que de Outre-Sarine et on peut rien changer. On est bloqué parce que numériquement, on est les plus faibles et que on va pas jamais pouvoir le changer. Comment est-ce qu'on peut essayer de rééquilibrer un peu les choses, notamment sur des questions économiques vitales pour les Suisses romands? Je dirais que le mot-clé, c'est la cohésion sociale et la cohésion nationale. Et les deux vont de pair. Et aujourd'hui, je dirais que cette cohésion nationale, elle est heurtée. On peut prendre deux thèmes. Je reviendrai sur les transports, parce que ce qui a été dit, évidemment, j'aurai l'analyse entièrement contraire. C'est-à-dire de cette réflexion de quelle cohésion nationale avec quel outil. Alors d'abord sur les médias, peut-être. Sur les médias, on a eu l'occasion de discuter de... Alors justement, je vous interromps parce qu'il nous reste assez peu de temps, mais justement, alors vous m'appreniez parce qu'il y a quelque chose qui a beaucoup frappé les gens dans leur quotidien, peut-être pas sur leur porte-monnaie, mais c'est le DAB, le passage de la radio obligatoire, et tout le monde s'est demandé pourquoi la RTS passait au DAB, parce que ça paraissait complètement illogique. Ça fait que les gens ont passé sur les canaux français ou autres. Et en fait, vous me disiez, c'est les Suisses alémaniques qui nous ont imposé ça. Personne, il n'y a pas eu de résistance en Suisse romande, mais parce que eux, finalement, ça changeait rien à leur vie. Alors, très clairement, je pense que si on parle à un moment des médias, donc je reviendrai quand même sur la SSR parce que c'est aussi très important en termes de cohésion nationale. Tout est en train de se transférer aussi. Mais la question très clairement sur la fréquence FM, c'est qu'aujourd'hui on a décidé qu'on avait 10 ans pour passer à une nouvelle technologie DAB, qui est une bonne technologie évidemment, qui est plus efficiente, qui est meilleure aussi au niveau de l'écoute, etc. Mais qui prend du temps. Et quand on a des petites structures, et notamment en Suisse romande et en particulier dans l'arc lémanique et à Genève en particulier, c'est des petites structures qui sont des radios privées.
privées qui n'ont pas de concessions, qui n'ont pas de redevances. Donc elles vivent uniquement de la publicité et elles ont perdu un taux d'écoute énorme en passant avec la fin de la fréquence FM. La RTS, il y a des canaux qui ont perdu 40% de part d'audience. Alors c'est ça, c'est qu'il y a deux choses. C'est qu'il y a d'une part, il y a les radios privées qui se sont pris en pleine figure en fait ce passage, avec comme répercussion, et en particulier dans les régions limitrophes à la France, un report direct sur des radios françaises. Et ça, c'est extrêmement difficile en termes de cohésion nationale et d'importance du média diversifié. Mais on fait quoi pour lutter contre ça? Parce que encore une fois, là, on est en train de parler. Les Français parlent au français. Hein, on parle à nous et on se dit voilà. Oui, mais là, en l'occurrence, la motion a passé pour qu'on ait encore 10 ans jusqu'à 10 ans pour mieux adapter. Mais tout le monde a basculé sur le modus imposé finalement par la Suisse alémanique. La question, c'est encore une fois aujourd'hui, comment est-ce qu'on défend mieux nos intérêts en Sur ce cas-là, je trouve qu'on a quand même réussi à donner la voix et puis à apporter. Mais j'aimerais quand même juste revenir sur la question de la SSR parce que c'est très important. En fait, si on parle de cohésion nationale, comment est-ce qu'on fait pour avoir cette cohésion? Moi, je suis vraiment une partisane du fédéralisme. Je suis même probablement un produit suisse. Je suis bernoise, je suis née à Berne. Je parle italien. J'ai appris le romanche à l'université. Donc j'ai un peu ce côté produit suisse. Et j'aime ce fédéralisme. Mais par contre, je le subis aussi. Je le subis en tant que minorité. Et en tant que minorité, et les minorités, je les cumule parce que je suis minoritaire, parce que je suis francophone, mais aussi parce que je suis une femme et aussi parce que je fais partie du camp de la gauche. Donc ces minorités, en fait, on doit évidemment travailler avec ces minorités. C'est souvent une force aussi, parce que ça nous permet aussi de donner de la voix dans l'opposition d'une certaine manière. Mais c'est vrai qu'il faut réussir à tricoter avec la majorité. Cette majorité, quand on entend en effet qu'à Zurich, on veut se passer de l'apprentissage du français, évidemment, ça fait mal. Parce que cette cohésion nationale, elle va passer avec l'intérêt de la culture et de la langue de l'autre. Et cette cohésion, elle passera en partie par les médias, parce que les médias jouent un rôle central, par la culture. Les médias sont en train de basculer. La RTS, il y a des grandes délocalisations en Suisse alémanique. Donc la question, effectivement, on est sur le diagnostic. Aujourd'hui, je vais vous passer la parole parce que, mais aussi quand même sur qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ça, parce que ça soit les médias, que ça soit l'aéroport, une ligne Genève-Singapour a été préférée, enfin Zurich a bloqué. Mais on peut les multiplier, que ce soit le RAL, Sinéca Merzin. Allez-y, le français, mais le français, ça nous dit beaucoup du regard des Suisses alémaniques sur notre personne. Oui. C'est-à-dire qu'ils apprennent pas le français parce que finalement, c'est totalement dispensable aujourd'hui de s'intéresser à la Suisse romande. Mais là, on est au-delà de la ligne rouge. C'est bien sur la linguistique. Je pense qu'il y a des éléments sur lesquels on ne doit pas transiger. La langue. Prioriser le français ou l'allemand par rapport à l'anglais, je pense qu'on ne doit pas transiger là-dessus. L'armée de milice, pour moi aussi, c'est un facteur de cohésion essentiel. Aussi, il y a des socles qui font partie vraiment et sur lesquels on ne peut pas transiger. Moi, je n'ai pas ce même ressenti par rapport à la minorité linguistique et pas du tout ici à Berne. Je trouve que sur les questions, on n'a pas abordé, mais d'énergie, sur des questions d'aménagement du territoire, sur des questions d'agriculture, je me sens souvent plus proche des cantons de montagne ou de campagne suisse alémanique que de certains cantons citadins romans. Et je ne peux pas dire qu'il y ait une proportion qui soit complètement différente par rapport à tel ou tel sujet. Donc, et je n'ai pas l'impression, je suis officier aussi dans l'armée, je n'ai pas eu l'impression d'être dénigré ou entravé dans mon cursus du fait que j'étais roman. Donc moi je trouve que c'est pas... Et il y a des sujets de votation populaire, la loi Weber, la loi sur l'aménagement du territoire, où le clivage il était beaucoup plus montagne, campagne, ville que linguistique. Donc oui, il faut soigner ces aspects-là et cette diversité, comme l'a dit M. Gaillard. Mais par contre, je crois que c'est plus complexe qu'un Rösti-Graben uniquement linguistique. On est là pour se rassurer. Mais quand même, dans tous les partis de droite, je vais vous donner la parole, les partis de droite sont extrêmement divisés. Ils sont extrêmement divisés, notamment sur ces questions économiques. La preuve quand même, l'UDC d'ailleurs, l'UDC maintenant il y a des particularités locales. Enfin, je veux dire, l'UDC Valais qui marche très bien, l'UDC Genève qui marche bien aussi. Appliquent leurs concessions. Fribourg, qui marche bien aussi. Qui marche bien aussi, appliquent leurs concessions. C'est-à-dire que c'est pas du tout la voie suisse alémanique forcément dans toutes les votations. Donc est-ce qu'il y a quelque chose quand même qui est en train de se passer et qu'il faut peut-être rectifier avant qu'il ne soit trop tard, Nicolas Colli, sur le plan du fédéralisme et de son application aujourd'hui? On doit rappeler l'importance de la cohésion nationale. Je ne suis pas d'accord avec cette décision de Zurich d'abandonner le français. Je pense que c'est une erreur. Mais je ne suis pas d'accord aussi de se mettre dans une posture en se victimisant, en disant « ces méchants Suisses allemands ne nous prennent pas en considération ». Je pense que c'est une erreur et je pense que
On arrivera à corriger cela si la Suisse romande s'affirme, si la Suisse romande redevient intéressante pour la Suisse allemande. Elle est intéressante économiquement, c'est un poumon. C'est juste, mais quelle entreprise en Suisse romande essaye d'aller vers le marché alémanique? On reste un petit peu fermé sur nous-mêmes, et plutôt que de rester dans cette logique de minorité et de s'auto-blâmer, c'est à nous aussi de faire l'effort et de rendre attractif la Suisse romande et le français à nos amis alémaniques. Et ça, on ne le fait pas assez. Et vous avez parlé de l'armée. Le dernier général était quand même le général Guisan, qui n'était pas le plus suisse-allemand des officiers. On a eu de grands conseillers fédéraux, Mme Calmiret, M. Couchepin, qui ont fait rayonner la Suisse romande, et M. Parmelin le fait très bien aujourd'hui également. Mais c'est vraiment par notre tissu politique, économique, par nos autres écoles, les PFL par exemple, où on arrivera à faire à nouveau rayonner. Et puis je pense que lorsque la Suisse allemande verra que le français est à nouveau très important pour réussir dans l'économie, dans les milieux universitaires ou militaires, ou dans tous les milieux, qu'ils recommenceront à s'intéresser. Mais si on continue dans cette posture de victimisation, je pense qu'on ne va pas nous aider. Non, mais de risorgimento, parce que c'est vrai que notamment Genève sera le plus gros contributeur. Donc on peut dire maintenant on est les rois de la Suisse. Et puis on exige parce qu'on paye, donc on décide. Monsieur Broulis. C'est pas comme ça la vérité. Tout d'abord, le plus gros contributeur par tête d'habitant, c'est Zug. Qu'on le veuille ou non, c'est une proportion qui est énorme. Après, la masse va venir de Genève. Mais après, c'est à la Suisse romande d'avoir des projets. Et chaque fois que la Suisse romande a eu des projets, ces projets ont passé à Berne. On peut faire des alliances, on peut se battre. Sur la question des transports, on s'est endormi. Puis il y a eu un problème sur les transports, les grandes lignes. Il faut juste savoir qu'à partir de 2000, mon canton a enregistré quasi 300 000 habitants en plus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un canton qui a un rayonnement, qui a développé des perspectives. Parce que la croissance démographique, c'est aussi bénéfique pour garantir la pyramide des âges, quelque chose d'équilibré. C'est un tout. On peut être écouté, il suffit simplement de venir avec des projets, de les défendre, trouver des alliances. Mais on restera de toute façon, et on est dans une confédération à 26 cantons, on restera la partie francophone ou italophone de la minorité, parce que c'est les règles du jeu. La démocratie, c'est quoi? C'est un système, il y en a tout plein, une quarantaine de formes de gouvernance qu'on a pratiquées dans le monde, depuis qu'on a inventé la démocratie sous l'Acropole. La démocratie, c'est un système, il y a un débat, et dans le débat, chacun, le pauvre comme le riche, le bien portant comme le malade, a le droit à la parole. Puis après, il y a un vote, puis après on accepte. Puis on se plie à la règle. C'est pour ça que j'aime bien que les gens ne deviennent pas des tyrans ensuite, puis n'acceptent pas les verdicts du peuple ou cassent le thermomètre, en disant la température qu'ils me donnent, elle est pas bonne. Donc voilà, donc c'est à nous de nous défendre. Sur le DAB que vous avez pris comme exemple, c'est pas les alémaniques qui nous les ont imposés. Non, c'est nous-mêmes qui avons cédé. Bien sûr, c'est la avant technologie. Même que... Puis les gens se sont rendus compte dans les voitures, et puis c'est aussi là où c'est très intéressant, les voitures thermiques, il y en a encore pour beaucoup d'années, parce que les gens n'ont pas le moyen de les changer comme ça d'un coup de baguette magique, surtout chez les voisins, mais aussi en Suisse. Et on se rend compte que quand il y a une radio dans la voiture, puis qu'il n'y a pas le DAB, il y a un problème de connexion. Et on s'est rendu compte tardivement, mais tous, les alémaniques, comme les romands d'ailleurs, la pression, elle vient des radios locales plutôt romandes. Ils ont été entendus, vous avez voté national le texte. Ça veut dire qu'on aura bientôt un texte aussi à voter, je pense, sur la viticulture. Là, vous avez des cantons qui sont des cantons qui produisent beaucoup. Hein. On a à peu près 70% du vignoble là autour de ce panel. On va devoir conclure et j'aimerais entendre Benoît. C'est à nous de nous faire entendre sous la coupole fédérale. Non, mais la question effectivement de prendre son destin en main, notamment c'était Monsieur Blocher qui m'avait dit ça il y a 10 ans, précurseur, et il m'avait dit, mais gentiment, il m'avait dit, mais vous vous rendez pas compte à quel point on s'en fout de vous à Zurich, il faut prendre votre destin en main parce que nous on regarde plus du tout vers vous. C'était à propos des médias notamment. Mais cette question-là, qui n'était pas du tout de la victimisation, mais de se dire voilà, comment est-ce qu'on défend mieux nos intérêts aujourd'hui, ça sera le mot de conclusion, Benoît Gaillard, parce que voilà, manifestement quand même. Il y a sur des questions fondamentales pour les Suisses romands des positions qui sont divergentes et desquelles ils sont forcément perdants. Alors, c'est évident qu'il y a une partie qui consiste à défendre ses intérêts, comme vous l'avez dit, dans le domaine des transports, dans le domaine économique, avoir des politiques qui correspondent aux besoins de nos régions. Ça, c'est vrai. Mais je me permets peut-être pour la conclusion de prendre le contre-pied. L'unité, à la fin, ne peut venir, la reconnaissance de la Suisse romande ne pourra venir que d'un projet pour tout le pays qui est refondé et qui reconnaît la place de la Suisse romande. C'est-à-dire, si vous voulez, vous pouvez vous battre par en bas puis dire, je veux faire passer ce projet. Et M. Broulis a raison, on y arrive. Je veux faire passer ce projet, je veux faire reconnaître ceci, etc. Puis on s'est endormi, alors maintenant on se réveille. Alors ça marche un bout. Mais à la fin, si on veut
rebâtir quelque part un équilibre fédéral qui reconnaisse la Suisse romande, ça concerne l'ensemble du pays. Et donc, on doit avoir des figures fortes. Il y en a au Conseil des États, doit y en avoir peut-être, à mon avis, plus au Conseil fédéral, qui viennent et qui disent, mais en fait, on a besoin de la Suisse romande, pas parce qu'ils crient plus fort que les autres, on va pas les satisfaire parce qu'ils crient plus fort que les autres, on a besoin de la Suisse romande pour construire la Suisse. Et ça, c'est vrai que c'est un discours que j'entends plus grand monde tenir. Et je regrette que le ministre des Transports, mais finalement les autres aussi dans leur domaine, je veux pas distribuer les bons et les mauvais points, je pense qu'on a un Conseil fédéral aujourd'hui qui n'arrive plus à dire on a besoin de tout le monde pour construire un projet suisse. Soit on distribue, soit on fait taire tout le monde et on essaye de pas avoir d'embêtement. Et ça va plus marcher. On va s'étioler si on continue comme ça. La faiblesse du Conseil fédéral, ça c'est vrai, on la constate à longueur de votation. Là, en l'occurrence, c'était ce projet de loi sur lequel vous voterez. On votera le 28 septembre. C'était aussi le Parlement qui l'a façonné, donc c'est pas que la faute du Conseil fédéral. Mais voilà. En tout cas, on vous remercie beaucoup. C'était effectivement un débat roman entre nous, entre gens plus ou moins d'accord. On espère quand même qu'on a fait œuvre de pédagogie et puis œuvre de vision un peu plus macro sur ces questions qui nous traversent. On vous remercie beaucoup Delphine Klopfenstein-Brogini, merci beaucoup Bona Gaillard, merci beaucoup Siné Camerzin, merci beaucoup Nicolas Colli d'avoir joué, vous étiez un peu seul, mais c'était voilà, c'était pas que ça. C'était très bien. Merci beaucoup Pascal Broulis, très bonne soirée à vous toutes et tous et on se retrouve donc mercredi prochain dans Le Point.